Imagine que la personne que tu aimes le plus au monde meurt dans des circonstances tragiques. Imagine que cette mort devient une vidéo, puis une deuxième, puis une série, puis un sujet de débat. Imagine que des inconnus analysent son visage, ses derniers instants, ses choix, ses erreurs, son comportement, sa famille et son passé. Imagine qu'ils commentent, qu'ils spéculent, qu'ils plaisantent même parfois, qu'ils transforment ton cauchemar en contenu. Pour eux, c'est une affaire fascinante, mais pour toi, c'est la pire douleur de ta vie. Et c'est exactement de cela qu'on doit parler aujourd'hui. Derrière chaque histoire de true crime, il n'y a pas seulement une victime, il y a aussi une famille endeuillée qui reste dans la douleur, une famille qui survit, une famille qui doit continuer à respirer dans un monde où le drame de sa vie peut être rejoué, raconté, disséqué et même monétisé par de parfaits étrangers. Dans les épisodes précédents, dont je vais mettre le lien en barre d'infos, on a parlé du danger de donner trop de place aux criminels. On a aussi parlé de la victime. On a parlé de cette personne qui existait bien avant le drame, avant le dossier, avant le titre accrocheur, avant la vidéo YouTube, avant le documentaire et avant les commentaires des abonnés. Mais aujourd'hui, je veux qu'on déplace un peu plus encore notre regard. Je veux qu'on regarde ceux qu'on oublie presque systématiquement. Ceux qui ne sont pas forcément au centre du récit, mais qui portent le poids du drame jusqu'à la fin de leur vie. Je parle bien évidemment des proches de la victime. Je parle des parents, des enfants, des frères et sœurs, des conjoints, des amis proches, des personnes qui ont aimé la victime, qui ont partagé son quotidien, qui connaissent son rire, ses habitudes, ses expressions, ses mimiques, ses petits défauts, ses qualités, son odeur, sa voix et surtout ses rêves. Ceux qui n'ont pas seulement appris une mauvaise nouvelle, mais qui ont vu leur monde se briser comme un verre qui se brise en 1000 morceaux. Parce que nous autres spectateurs, une affaire de true crime peut être une vidéo d'1 heure, une enquête captivante, un récit troublant, une histoire qui nous tient éveillés le soir ou qui nous aide à dormir la nuit. On clique, on écoute, on commente, on envoie la vidéo à quelques personnes, puis on passe à autre chose. On ferme l'application, on prépare à manger, on répond à un message, on dort et la vie continue. Mais de l'autre côté, il y a la famille. Il n'y a pas de bouton pause pour eux. Il n'y a pas de générique de fin. Il n'y a pas de moment où l'histoire s'arrête vraiment. La douleur ne s'arrête en fait jamais. Elle ne s'arrête pas quand la vidéo se termine. La perte ne disparaît pas quand l'affaire est résolue. La personne décédée ne revient pas à la vie. L'absence ne devient pas plus légère parce que le public a eu ses réponses. Et c'est là qu'il faut être très honnête. Nous consommons parfois des histoires qui sont encore des blessures béantes pour d'autres personnes. Et nous appelons cela une affaire intéressante, un fait divers, un cas choquant, une histoire incroyable. Mais pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas qu'une simple histoire. C'est son père, c'est sa mère, c'est sa fille, son fils, sa sœur, son frère, son ami, sa collègue, son amour de jeunesse, son mari. C'est quelqu'un dont l'absence a changé la table familiale, les anniversaires, les fêtes, les silences, les souvenirs, les nuits, les prières et les conversations intimes. C'est quelqu'un dont le prénom ne peut pas être prononcé sans faire remonter quelque chose dans la gorge. Cette boule qui te pousse à pleurer. Et parfois, dans notre manière de consommer le true crime, on oublie cette dimension-là. On parle de l'affaire comme si elle appartenait au public, comme si parce qu'un drame est médiatisé, tout le monde avait le droit d'en faire ce qu'il veut, comme si la douleur devenait une permission de libre accès, comme si la médiatisation supprimait la notion de limite. Mais ce n'est pas parce qu'une histoire est connue qu'elle n'est plus sacrée pour ceux qui l'ont vécue ou pour ceux qui sont directement concernés. Ce n'est pas parce qu'un dossier est public qu'on ne peut pas en parler sans pudeur. Ce n'est pas parce qu'un nom circule sur Internet que la famille a cessé de ressentir de la douleur.
Il y a une différence entre le fait qu'une affaire soit légèrement accessible et le fait qu'elle soit moralement manipulable. On peut avoir accès à des informations sans avoir le droit intérieur de les traiter avec légèreté et désinvolture. On peut connaître des détails sans devoir les répéter face caméra. On peut comprendre une affaire sans exposer inutilement la souffrance et les détails les plus sordides. Tout ce qui est disponible n'est pas forcément nécessaire. Tout ce qui est vrai n'a pas forcément besoin d'être raconté avec brutalité ou avec ce voyeurisme malsain. Et tout ce qui attire des vues n'est pas forcément juste. Ce qui me dérange aujourd'hui dans une partie du true crime, ce n'est pas parce qu'on parle du crime en lui-même. Ce n'est pas qu'on raconte des enquêtes. Ce n'est pas qu'on cherche à comprendre le mal, le mécanisme de manipulation, la violence, les failles du système judiciaire ou alors les red flags. Tout cela peut avoir une utilité. Ce qui devient problématique pour moi, c'est quand la douleur des familles devient une matière première pour les créateurs de contenu, quand la souffrance devient un décor, quand le deuil devient une ambiance et quand on utilise une musique dramatique, une miniature choquante, un titre sensationnaliste, un ton presque excité et qu'au fond, on oublie que des personnes réelles peuvent tomber sur cette vidéo et avoir mal. Imaginez une mère qui tombe sur une vidéo où on raconte les derniers instants de son bébé avec une voix théâtrale, avec des blagues mal placées et des placements de produits complètement indécents. Imaginez un frère qui voit des inconnus débattre pour savoir si sa sœur a fait les bons choix. Imaginez un enfant qui découvre que la mort de son père ou de sa mère est devenue un sujet de commentaires sarcastiques. Imaginez une famille qui essaie difficilement de faire son deuil, de se reconstruire, de trouver un semblant de paix et qui, en scrollant sur les réseaux sociaux, voit l'affaire revenir encore et encore, racontée par des personnes à qui on n'a jamais demandé leur avis, qui n'ont jamais connu la victime et qui n'ont jamais mesuré la violence de leurs mots, qui n'ont jamais pensé à ce que cela pouvait réveiller comme douleur. Et parfois, ce n'est pas seulement les créateurs de contenu qui posent problème, ce sont aussi les commentaires des abonnés. Les réseaux sociaux peuvent devenir extrêmement violents autour des affaires criminelles. Les gens spéculent, ils accusent, ils inventent, ils remplissent des blancs avec leur imagination débordante. Ils traitent les proches comme des suspects, des personnages secondaires, des éléments du scénario. Ils oublient qu'une famille endeuillée peut lire, qu'un enfant peut tomber dessus, qu'un parent peut voir son drame découpé en hypothèses par des inconnus qui n'ont aucune responsabilité réelle dans l'affaire et qui n'ont même au demeurant jamais connu la victime. Il y a une forme d'arrogance dans la manière dont certains spectateurs parlent des familles, comme si, parce qu'ils ont regardé 3 documentaires et 15 vidéos, ils comprenaient mieux l'affaire que ceux qui l'ont vécu dans leur chair, comme si l'émotion des proches était suspecte, comme si leur silence était une preuve, comme si leur manière de pleurer devait correspondre à ce que le public attend d'eux. Si vous êtes rendu à ce niveau-ci de la vidéo, j'aimerais m'interrompre brièvement pour vous rappeler de liker, de partager, de cliquer sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste du nouveau contenu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La suite, c'est par là, dans 2. Si une mère pleure trop, on la juge. Si elle ne pleure pas assez, on la suspecte. Si un proche parle, on dit qu'il cherche l'attention. Et s'il ne dit rien, on dit qu'il cache peut-être quelque chose. La famille se retrouve donc enfermée dans une prison psychologique impossible à gérer. Elle doit souffrir, mais pas trop. Parler, mais pas trop. Et pas en mal. Se taire, mais pas sembler froide. Se défendre, mais ne pas paraître agressive. Survivre, mais sans déranger le récit que le public s'est fabriqué et a accepté comme légitime. Et c'est profondément injuste, selon moi, parce que le deuil n'a pas une seule forme. Le deuil est polymorphe. Le traumatisme ne se manifeste pas toujours de manière inattendue. Certaines personnes pleurent en public, d'autres s'effondrent seules quand elles sont entre 4 murs. Certaines parlent beaucoup devant les caméras, d'autres perdent les mots. Certaines veulent médiatiser l'affaire pour obtenir justice, d'autres veulent préserver leur intimité.
Certaines familles veulent que le nom de leurs proches continue de circuler pour qu'on ne l'oublie pas. D'autres encore aimeraient que le monde cesse de répéter les détails sordides de leurs cauchemars. Et toutes ces réactions peuvent être humaines et elles sont parfaitement légitimes. C'est pour ça qu'il faut distinguer deux choses. Faire vivre la mémoire d'une victime ou alors exploiter un drame familial. Ce n'est pas la même chose. Honorer une victime, c'est rappeler qu'elle était une personne, un être humain à part entière. C'est parler d'elle avec respect. C'est éviter de réduire toute son existence à sa mort. C'est choisir les mots avec délicatesse. C'est comprendre que chaque détail peut blesser quelqu'un, surtout les proches. Exploiter un drame, en revanche, c'est utiliser la souffrance comme carburant émotionnel pour créer du contenu sensationnaliste. C'est chercher le choc avant la vérité. C'est préférer le choquant, le provocateur à la dignité. C'est raconter une tragédie comme si elle n'avait pas de conséquences humaines au-delà des écrans de notre téléphone ou de notre téléviseur. Mais il faut aussi être équilibré parce que la médiatisation n'est pas toujours mauvaise. Et je ne veux surtout pas tomber dans un discours simpliste et moralisateur où l'on dirait « il ne faut plus jamais parler des affaires criminelles ». Ce serait faux et ce serait injuste, voire même dangereux. Dans certains cas, il y a des affaires qui ont avancé parce que des gens en ont parlé dans les médias. Il y a des victimes dont le nom n'aurait jamais été connu sans la pression du public. Il y a des familles qui demandent justement que l'affaire soit partagée parce qu'elles veulent des réponses, parce qu'elles veulent des témoins, parce qu'elles veulent que la justice bouge. Elles veulent que les autorités fassent leur travail. Elles veulent que la mémoire de leurs proches ne soit pas enterrée dans l'indifférence. La médiatisation peut réveiller une enquête. La médiatisation peut booster les forces de l'ordre pour qu'elles réouvrent des dossiers qui avaient été classés faute de preuves. Elle peut mettre la pression sur les institutions. Elle peut permettre à des témoins de se manifester. Elle peut empêcher qu'un dossier soit classé et oublié. Elle peut protéger d'autres personnes en exposant des mécanismes de manipulation, de violence, d'emprise et de maltraitance. Elle peut aussi éduquer le public sur les signaux d'alerte, sur les erreurs d'enquête, sur les failles sociales, familiales ou judiciaires. Donc non, le problème n'est pas d'en parler. Le problème, c'est comment on en parle. Avec quelle intention, avec quel motif, avec quelle posture et avec quelles limites. Et surtout, avec quel niveau d'humanité. La grande question n'est pas seulement est-ce qu'on a le droit de raconter cette histoire. La vraie question c'est est-ce qu'on la raconte d'une manière qui est respectueuse pour la mémoire de la victime. Est-ce qu'on la raconte d'une manière qui respecte ceux qui doivent continuer à vivre avec cette histoire? Est-ce qu'on informe ou est-ce qu'on consomme? Est-ce qu'on sensibilise ou est-ce qu'on dramatise? Est-ce qu'on aide la mémoire ou est-ce qu'on utilise la douleur? Est-ce qu'on sert la vérité ou est-ce qu'on nourrit une curiosité morbide? Parce qu'il y a une différence entre donner de la visibilité et voler l'intimité d'une souffrance. Il y a une différence entre dire « n'oublions pas cette personne » et dire « regardez cette histoire horrible, vous n'allez pas y croire ». Il y a une différence entre analyser un dossier avec sérieux et avec empathie et transformer la tragédie en spectacle malsain. Il y a une différence entre raconter pour que justice soit faite et raconter parce que l'horreur attire des vues. Et c'est là que nous devons être plus conscients. Les créateurs de contenu ont une responsabilité, oui. Mais vous, les spectateurs, vous avez aussi une responsabilité. Parce que l'algorithme écoute ce que nous récompensons. Si nous cliquons davantage sur les titres les plus choquants, les miniatures les plus morbides, les détails les plus violents, les créateurs vont comprendre que c'est aussi ça qui fonctionne. Si nous applaudissons les blagues déplacées, si nous fermons les yeux sur les placements de produits complètement scandaleux, si nous encourageons les spéculations sauvages, si nous partageons les contenus les plus irrespectueux, alors on participe à cette industrie de déshumanisation. Peut-être sans le vouloir, mais nous y participons quand même. Et je dis cela sans la moindre hypocrisie. Moi aussi, j'ai regardé ces contenus
et je les consomme encore. Moi aussi, j'ai été captivée par des histoires criminelles. Moi aussi, j'ai voulu comprendre comment des êtres humains peuvent commettre l'impensable. Moi aussi, j'ai parfois enchaîné les vidéos comme si je regardais une série, sans toujours m'arrêter sur le poids humain de ce que j'écoutais. Mais il y a un moment où la vie te force à regarder les choses autrement. Elle te donne une autre perspective. Quand la tragédie n'est plus seulement dans une vidéo, mais quand elle te touche directement, quand elle touche quelqu'un que tu connais, quand elle entre dans ton espace émotionnel, tu comprends quelque chose que tu ne voyais pas forcément avant. Tu comprends que derrière chaque affaire, il y a des personnes qui ne regardent pas cette histoire de l'extérieur, elles vivent dedans, elles dorment avec, elles se réveillent avec, elles portent les questions, les regrets, les images, les souvenirs, les silences et les dates qui font si mal. Et c'est là que mon regard a changé. Je ne dis pas que je ne regarderai plus jamais ce type de contenu, comme je l'ai spécifié. Je continue de regarder, mais je ne le regarde plus de la même manière. Je ne le regarde plus comme un simple divertissement. Je ne peux plus oublier que derrière chaque histoire, il y a une personne. Il y a peut-être une mère qui pleure encore, un enfant qui pleure encore, un père qui se demande s'il aurait su protéger son enfant autrement, une sœur qui évite certains souvenirs parce qu'ils font trop mal, un conjoint qui doit reconstruire sa vie à partir d'un vide, des enfants qui grandissent sans leur père, sans leur mère et qui doivent gérer cette absence si douloureuse. Et parfois, avec le regard du monde posé sur leur histoire familiale. Et je crois que c'est ça que j'essaie de dire à travers cette série. Il ne s'agit pas de culpabiliser les autres ou d'être moralisatrice. Il ne s'agit pas de dire que tous les contenus true crime sont mauvais. Il ne s'agit pas de diaboliser ceux qui regardent. Et il ne s'agit surtout pas de se donner bonne conscience. Non, il s'agit de pudeur, de limite, d'humanité. Il s'agit de regarder la souffrance des autres et de se rappeler qu'elle n'est pas un décor pour notre curiosité. Une personne morte n'est pas un scénario. Il faut se rappeler que le deuil d'une famille n'est pas une tendance et que les proches des victimes ne sont pas des personnages secondaires dans une histoire qui nous appartiendrait parce qu'elle a été médiatisée. Parler d'une affaire criminelle peut être nécessaire pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt. Mais parler d'une affaire criminelle demande du respect. Il faut parfois parler moins fort, choisir mieux ses mots, ne pas tout répéter, ne pas tout montrer, ne pas rire de tout, ne pas spéculer sur tout et ne pas oublier qu'une personne endeuillée pourrait écouter. Et même si elle n'écoute pas, il faut parler comme s'il pouvait écouter, comme s'il s'agissait de quelqu'un que vous connaissez. Parce que c'est peut-être cela la vraie éthique. Respecter les absents, mais aussi respecter ceux qui restent. La médiatisation peut servir la justice, oui. Elle peut éclairer les zones d'ombre, oui. Elle peut faire remonter une affaire oubliée. Elle peut protéger d'autres victimes. Elle peut donner du poids à la parole des familles. Mais dès qu'elle piétine leur douleur, dès qu'elle transforme leur traumatisme en spectacle, dès qu'elle fait passer le clic avant la dignité, elle cesse d'être lumière, elle devient une autre forme de violence. C'est une façon de tuer la victime une seconde fois. Et peut-être qu'au fond, la question que nous devons nous poser est simple. Si c'était mon frère, ma sœur, ma mère, mon enfant, mon ami, est-ce que j'aimerais qu'on parle de cette histoire comme ça? Est-ce que j'aimerais qu'on fasse des blagues de mauvais goût sur ma sœur qui a été assassinée? Est-ce que j'aimerais entendre ce ton-là? Lire ce type de commentaires? Voir cette miniature scandaleuse? Supporter ces blagues de mauvais goût? Revivre ces détails sordides? Si la réponse c'est non, alors peut-être que nous avons déjà trouvé notre limite morale. Parce que derrière chaque affaire criminelle, il n'y a pas seulement un coupable à comprendre, il y a une victime à nommer, à identifier ou un dossier à résoudre. Et il y a aussi une famille qui doit survivre à l'impensable, qui doit vivre avec une douleur, une plaie permanente. Et cette famille mérite mieux que notre curiosité malsaine, brutale. Elle mérite notre respect, elle mérite notre retenue,
Elle mérite que la douleur de son histoire ne soit jamais utilisée comme un simple produit. Et maintenant, après avoir parlé du criminel, de la victime, puis de la famille endeuillée, il y a encore une personne qu'on doit regarder en face. C'est nous-mêmes, nous les spectateurs, nous les consommateurs de ce type de contenu, nous qui cliquons, nous qui regardons, nous qui commentons, nous qui disons encore une histoire, alors que pour quelqu'un, c'est une vie qui a été brisée. Donc, dans le prochain épisode, je vais vous parler de ce que le true crime peut faire en nous. Comment, à force de consommer des récits violents, on peut devenir plus méfiant, plus anxieux, plus froid et parfois même désensibilisé. Je vais aussi vous parler de ma propre prise de conscience. Parce qu'à un moment, j'ai compris que ma fascination pour ces histoires n'était pas aussi innocente que je le pensais. Et peut-être que la vraie question n'est pas seulement pourquoi ces histoires nous fascinent-elles autant, mais plutôt est-ce qu'elles sont en train de changer notre caractère et qu'est-ce qu'elles sont en train de changer en nous. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a interpellé, je vous invite à liker, partager, laisser un commentaire, cliquer sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste du nouveau contenu et surtout pour le 4e et dernier épisode. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!